toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. C'est Bonjour d'Algérie, nous sommes le jeudi 5 décembre. Petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Très heureuse en tout cas de vous retrouver ce matin pour passer ensemble 1h30 d'émission en direct. On va vous souhaiter un bon réveil, un réveil en douceur. Je ne sais pas si ça existe, mais on va tout faire pour, en tout cas. Allez, dans quelques instants, nous allons retrouver Aïda Mechri pour sa rubrique psychologie. Elle s'intéressera ce matin à la question des enfants en situation de handicap. Comment investir, renforcer et gérer les liens avec un enfant en situation de handicap? Réponse ce matin avec Aïda Mechri. Nafa Mezari sera également de la partie et pour ce qui est de sa rubrique high-tech, eh bien, il a choisi de nous parler de l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le mouvement bénévole. Ça tombe très bien car aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale du bénévolat. Siham Kinnouch reviendra ce matin sur les couleurs dans la mythologie gnawi. Et puis Radia Boulmaali, dans sa rubrique Algérie touristique, a choisi pour thème le tourisme de montagne. Eh bien, du tourisme de montagne à la météo, la transition est toute faite. Tout de suite, la météo avec Amal Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Bonjour Amal. Bonjour Soumaïa. Comment ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Alors, il paraît qu'il va faire beau aujourd'hui. Oui, je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de voir un petit peu de soleil par-ci par-là sur la non, carte. Non, pas moi, non. Franchement non. Non, c'est la saison des pluies. Oui, exactement, pour un mois de décembre. Hein. Mais en tout cas, s'il y a du soleil, c'est tant mieux. On y va avec la météo du jour avec plaisir. Allons-y. Merci Soumaïa. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera généralement dégagé sur les régions de l'Est, avec toutefois de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures et le haut plateau de l'Ouest, le centre et l'Est du pays. Et le ciel restera souvent voilé durant cet après-midi sur l'Ouest et le centre, puis il deviendra progressivement voilé, mais en fin d'après-midi sur l'Est. La moitié sud dégagée à partiellement voilé sur le Béchaoua, également à Tindouf, puis le ciel deviendra progressivement nuageux en fin d'après-midi accompagné de quelques pluies éparses, cette fois-ci vers Tindouf. Vers l'autre moitié, eh bien, le ciel restera partiellement voilé sur l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 11 degrés du côté de Tissemsilt, 14 à Sétif, 13 à Al-Beyrad et Djelfa, 15 degrés à Batna, 18 Mascara, 20 degrés Tizi Ouzou, également Oran et Tlemcen, 21 à Alger Béjaïa, 20 degrés à Annaba. Au sud, eh bien, on relèvera un minimum de 16 degrés du côté de Tindouf, 18 Béchar, 19 Biskra, 20 degrés à Gardaya, 30 à Ilizi, 27 à Insalah, 26 degrés Tamanrasset, Janet, également à Drar, et le maximum toujours à Bodj, du Mourtar et Ingzem avec 32 degrés. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où le ciel restera plutôt agréable. Des éclaircies par endroits et du soleil par d'autres. On va commencer par les éclaircies du côté de Paris, Marseille, Berne, également Budapest. Par contre, le soleil sera bel et bien présent à Berlin, Prague, Varsovie, Bucarest, également Bordeaux et Lisbonne. Un temps couvert du côté de Dublin avec des pluies, également Copenhague, Londres. Le mercure affichera 3 degrés à Varsovie, un minimum de moins 1 degré à Budapest, 4 à Bucarest, également Berlin, 7 à Copenhague, 5 à Paris, 14 à Marseille, 16 Lisbonne, 13 degrés Madrid, Dublin, 14 à Rome, en passant par les 13 degrés à Athènes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci Amel. On va vous souhaiter une excellente journée en tout cas. Également. Et merci. Quant à nous, on continue en musique. En chanson. En chanson, et c'est tant mieux. Une chanson, très belle chanson de Jazouli, Yanejma.
Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On continue. Notre émission vient tout juste de commencer. On continue avec la rubrique psychologie tout de suite après ceci. Il n'y a pas de jingle. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Donc la rubrique psychologie, présentée comme d'habitude par Aïda Mechri. Bonjour Aïda. Bonjour, Soraya. Comment ça va? Très bien, bonjour. Ah bah alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, vous avez choisi pour thème comment investir, renforcer, gérer les liens avec un enfant en situation de handicap. Oui, oui. Et puis être parent d'un enfant handicapé constitue donc une épreuve qui désorganise tous les repères généralement. Devenir ce parent doit traverser des obstacles et passer par certaines étapes. Comment se reconnaître dans cet enfant? C'est la grande question pour les parents. C'est un enfant comme ses frères et ses sœurs. C'est un enfant qui a simplement un caractère donc particulier. Enfin, les parents peuvent dire « mon enfant est handicapé, je suis parent d'un enfant handicapé » et avant tout, je suis parent. N'est-ce pas, Aïda? Oui, oui, vous le dites bien, vous résumez un tout petit peu les grands axes, oui, mais voilà, pourquoi le choix de cette thématique? Parce que dans la continuité un peu de notre discours, on a beaucoup parlé de l'événement, la journée, comment on peut revenir à ces situations de handicap, à ces personnes à besoins spécifiques, comment les qualifier, tout ça. Mais il me semble que c'est important de s'arrêter sur cette petite dynamique. Hein. Il y a quelque chose que les mamans le sentent, les papas, ils sont là, s'inquiètent, la famille, elle est bouleversée. Oui. Il y a beaucoup de choses. Et c'est un peu de notre rôle de clarifier un peu ces émotions, ce vécu, expliquer un peu aux gens que ce n'est pas facile, oui, mais ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on a pu voir à travers les expériences des autres, que ça peut marcher, que c'est important d'accompagner un enfant, que c'est important aussi de continuer à vivre, d'accepter la différence. Il y a beaucoup de choses de la vie. Absolument. Mais aussi pour expliquer qu'un enfant reste, même si là, aujourd'hui on parle d'un handicap, qu'il soit physique, mental, léger ou sévère, aujourd'hui on peut vraiment englober cette machine de la vie qui nous fait faire des choses dans la différence, mais aussi pour qu'on puisse expliquer qu'un handicap ne doit pas nous freiner sur tous les plans. Aujourd'hui, on dépend un peu dans notre approche comme professionnel de la dynamique des parents, donc ça va de soi et on va commencer, et je vais commencer probablement aujourd'hui avec vous, dans déjà l'annonce de l'handicap lui-même, qui n'est pas rien du tout. On en a parlé, mais je reviens aussi à expliquer combien que c'est important de pouvoir revenir sur ces moments, de clarifier les choses si ça reste un moment traumatisant, parce que voilà que les gens, les parents n'ont pas su directement à travers les professionnels, comme ça, dans une annonce claire qui leur donne l'information, qui leur explique. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se disent dans les couloirs ou rapidement dans 2 phrases comme ça d'emblée, que votre enfant n'est pas normal, qu'il est extraordinaire, qu'il n'est pas comme les autres. Il a besoin d'être pris en charge d'une manière différente, semer le doute d'une manière floue, sans vraiment accompagner. Sans vraiment expliquer. Voilà, ça laisse probablement des séquelles à long terme. Pourquoi ça laisse des séquelles? Parce que je reviens à expliquer que les parents, avant la naissance d'un bébé, ils ont un enfant imaginaire. Donc tout le monde, avant d'avoir un enfant, ils imaginent que c'est le plus beau, c'est l'enfant rêvé, c'est l'enfant qui va réaliser leurs rêves dans l'image physique, bébé, mais aussi personnalité, qu'est-ce qu'il va réaliser dans la vie. Et ça, c'est le rêve de toute personne. Hein. C'est des papas et des mamans qui sont là à construire cette belle image, et puis ils rêvent jusqu'au moment de l'accouchement. Maintenant, si on ne prend pas soigneusement ce décalage pour pouvoir vraiment accompagner ces parents pour que la majorité de leurs rêves puissent balancer ou partir en fumée comme ça et en douceur, pour qu'ils puissent comprendre que leur enfant, il a un handicap particulier ou une malformation, ou il a des troubles particuliers dans son développement. Aujourd'hui, si on n'accompagne pas ses parents, il y aura un décalage énorme dans l'acceptation de ce bébé. Il faut apprendre
chose qui était faite avant dans les familles élargies, les grands-mères, les tatas, les personnes âgées qui avaient le savoir de pouvoir accompagner les mamans en difficulté, mais c'était aussi l'histoire de la grande famille. Ils avaient l'étayage de pouvoir vraiment entourer ces difficultés pour pouvoir apporter de l'aide à ses parents. Aujourd'hui, alors, une maman seule ou un papa seul qui a des rêves, et dans le couple aussi, hein, le couple c'est toujours le rêve de réussite et de l'accompagnement. Alors, une séquelle pareille, un traumatisme pareil, moi je dirais, alors l'information choquante là, qui vient s'installer d'emblée, secoue un tout petit peu ce lien. Ça touche profondément à cet attachement physique, et puis ça permet quelque part de revenir dans le doute, de clarifier cette partie qui est, est-ce que c'est mon bébé? Non. Est-ce que c'est moi coupable, étant donné que la maman elle-même qui est auteur de cette grossesse et qu'elle a porté ce bébé, donc automatiquement elle se culpabilise dans l'enfant de pouvoir donner vie à un enfant qui n'est pas tout à fait imaginé comme elle le voulait. Donc il y a quelque chose quand même qui est bousculé de l'intérieur. Prendre soigneusement ces moments, prendre soigneusement aussi ces phrases. Et on va dire, même pour les familles qui ont fait un parcours, ces moments, ces traces restent à vie. Donc c'est un doute qui est là, qui a marqué les personnes. Moi, il me semble qu'il faut probablement en parler, soigner, revenir sur ça pour pouvoir justement améliorer la qualité de lien. Parce qu'il y a comme un détachement des fois, il y a des parents qui reviennent un peu en arrière parce que il y a d'autres enfants qui sont là à prendre le relais, qui ont besoin de leur présence, et puis il y a probablement une école qui va prendre en charge cet enfant, donc ils ne vont pas lui donner complètement ce qu'il faut d'amour, de présence, de lien, comme si que l'école ou les professionnels vont tout leur donner. Donc voilà, aujourd'hui c'est retrouver un peu la panel comme ça d'affecter ces petites pistes pour pouvoir revenir à cette construction qui paraît simple, facile, fin, c'est un travail très minutieux, mais aussi qui construit cette relation d'amour. Et c'est ça qui donne la différence entre des parents qui acceptent un enfant, qui sont là à le porter, à courir avec, et des parents probablement qui le mettent dans le coin comme ça, se limitent à le nourrir et à donner le strict minimum de nettoyage et de présence auprès de lui. Exact. Et puis, parlant à présent de l'enfant, comment peut-il vivre sans handicap au quotidien? Comment peut-il gérer ça à sa manière? Ben voilà, c'est la richesse. Moi je dirais, tout dépend aussi de l'handicap, tout dépend aussi de la vision, comment l'enfant il peut imaginer. Et puis de son caractère également, de sa personnalité. Absolument. Un enfant. Alors, réponse rapide à cette question, je ne pourrais pas trouver le moule qui va répondre exactement, mais je peux m'élargir comme ça pour expliquer qu'un enfant étayé, je reviens à cette maman qui est là avec une culpabilité, qui prend en charge, peut-être qu'il n'est pas aidé, qu'elle fait tout avec sa manière de combler un tout petit peu et d'aider l'enfant, mettant dans sa tête que... c'est la bonne manière alors c'est la bonne manière, mettant dans sa tête aussi que c'est la bonne personne qui pourra approcher son fils, qui pourra l'aider, il le soigner, le nourrir, lui donner le nécessaire dans sa vie, peut, dans une grande majorité, freiner un tout petit peu ce processus d'apprentissage, freiner un tout petit peu le processus de développement chez l'enfant, pour la simple raison qu'elle est là à faire tout à sa place. Donc elle est là à le prendre en charge, à le déplacer, à le nourrir, à le phagocyter, si on va dire, à le prendre dans ses bras avec toutes ses forces. Et ça empêche l'enfant de vivre réellement le vrai échec. Le vrai échec, ça permet à l'enfant de comprendre qu'il a raté, qu'il va faire l'effort de pouvoir apporter une expérience, un outil, améliorer les choses, et c'est ça le développement d'une personnalité. Un enfant se développe si on lui donne l'occasion d'utiliser ses outils, sa personne, comme ça de l'intérieur, et de pouvoir creuser dans la vie. Un handicap, comment on peut vraiment s'autonomiser. Voilà, je cherchais le mot pour trouver un peu ses ailes, comment on peut donner à un enfant
l'autonomie de pouvoir vraiment retrouver ses repères, trouver un tout petit peu ses outils, construire le cadre dans lequel il vit. Ça se travaille un tout petit peu avec une petite distance, avec une manière de leçon qui va éduquer l'enfant à pouvoir placer les mots, les phrases, les gestes, les positions. Lui permettre de le faire. Absolument. Alors moi je dirais, c'est à partir de là que l'enfant va rendre à ses parents. Et c'est pour ça que c'est un aller-retour comme ça de l'amour. Si j'ai parlé un peu de cette histoire d'amour, qu'est-ce qu'on peut lui donner, comment on peut l'aimer, comment on peut lui transmettre dans le regard, il affecte cette force de l'intérieur, il va nous la rendre parce qu'il a appris. Il sait qu'il y a quelqu'un auprès de lui, qu'il peut l'aider, qu'il peut l'écouter, et à son tour, il va s'attacher, il va essayer de renforcer un tout petit peu le lien, même si on revient à ces pathologies qui ne sont pas dans la construction de liens réels, mais on va dire, ils vont comprendre qu'à travers le travail, qu'à travers les consignes, les leçons, qu'à travers le vrai travail long terme, ils vont travailler soigneusement sur leur approche, comment ils pourront s'autonomiser et retrouver leurs repères. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais après, moi je dirais, c'est à nous, adultes, de pouvoir cadrer les choses, parce que ça ne se limite pas uniquement au vécu de l'enfant. On peut le sentir, on peut comprendre qu'il a besoin, on peut comprendre par exemple qu'il est en souffrance, on peut comprendre qu'il est triste. Les personnes proches, même s'il n'a pas les mimiques et le verbe de le dire, mais ils savent à travers sa dynamique, ses habitudes, hein, on peut comprendre l'enfant dans le vécu, dans le quotidien, à long terme. On peut lire un tout petit peu son comportement. Et à partir de là, il me semble que c'est à nous de pouvoir accompagner l'enfant dans ce qu'il peut vraiment nous offrir. Comment il peut être conscient de ce monde. Est-ce qu'il peut participer avec ses frères ou pas? Est-ce qu'il les accepte ou pas? Est-ce que le papa est assez présent pour lui ou pas? Oui. Est-ce que les enseignants lui donnent suffisamment de cours où il y a quelque chose qui les inquiète? Par exemple, il est maltraité, il est secoué dans son apprentissage parce qu'il est harcelé, parce qu'il est bouleversé. Ces choses, elles sont dites, elles sont mimées, elles sont transmises par une répétition de rituels, elles sont transmises aussi par une anxiété que les personnes proches doivent faire attention. Alors s'il est vraiment dans une situation où porte un handicap lourd, c'est compliqué pour un enfant d'exprimer réellement le tout. Mais il y a l'affect, ça c'est la qualité d'attachement. Et moi je dirais à ce moment-là, il faut probablement aménager les parents. Et ça, c'est une partie à part entière à aborder. D'accord. Tout de suite, peut-être à aborder tout de suite après ce reportage que nous allons suivre. Ça parle justement, Aïda, de l'insertion des personnes en situation de handicap à l'emploi. Regardez, c'est signé Samia Borlor, pardon. Ils souffrent d'handicap, mais ça ne représente nullement une entrave à leur parcours professionnel. Ils comptent s'affirmer et les pouvoirs publics les accompagnent. De 1%, leur taux d'intégration dans le monde d'emploi passe à 3%. Suite à la réunion du gouvernement qui s'est tenue le 11 septembre 2019, présidée par le Premier ministre, donc parmi les décisions prises dans cette réunion, l'augmentation du taux d'emploi des personnes handicapées du 1 à 3% au moins. Il s'agit de mettre en œuvre un dispositif opérationnel et multisectoriel en collaboration avec toutes les structures de l'État ainsi que la société civile. Des efforts ont été consentis dans ce sens pour le suivi et l'encadrement de l'application de ce dispositif, surtout que le taux actuel est inférieur à 1%. Parmi les mesures prises aussi de cette réunion du Conseil de gouvernement, l'installation d'un dispositif spécial présidé par le ministre du Travail, dont le ministère de la Solidarité est membre dans cette commission. Donc la commission sera chargée, est chargée et sera chargée aussi du suivi de l'impact et évaluer les taux d'emploi des personnes handicapées à travers les administrations publiques et les organismes ou les entreprises économiques. Jawed est l'un des bénéficiaires de cette loi. Il est monteur. J'ai été recruté septembre d'ailleurs par rapport à la loi 3%, les aides l'État les aide
ça fait plaisir. C'est une famille pour moi. Ils m'ont aidé, ils m'ont demandé si j'ai besoin de quelque chose. Malgré aucune difficulté, alhamdoulilah. J'aimerais bien, j'ai des ambitions pour devenir un scénariste. Inch'Allah, peut-être réaliser ma propre série. Comme Jawed, il y en a des milliers. Ils n'attendent que leur chance au sein de la société. Voilà, l'insertion des personnes en situation de handicap à l'emploi a connu une augmentation de 1 à 3%. Un commentaire peut-être, Aïda Mechri? C'est extraordinaire déjà, toute loi qui vient épauler, ajouter du plus, Oui. moi je dirais soutenir un parent qui porte un handicap ou des personnes en situation de handicap qui nécessitent réellement de l'aide, ça c'est le bienvenu. Moi je dirais Oui. combien que ça sera enrichissant de pouvoir élargir les choses vers des institutions spécialisées, vers des formations, vers des professionnels, améliorer encore le cadre de prise en charge. Mais voilà qu'aujourd'hui, dans ces petits pas, on est en train de construire un grand cadre qui peut répondre justement. Aujourd'hui, on dissocie pas si on travaille, si on parle de l'enfant, parce que demain on s'inquiète pour lui, comment il va étudier, qu'est-ce qu'il va travailler, comment il pourra subvenir à ses besoins, et beaucoup de choses de cet ordre. Est-ce qu'il pourra se marier, est-ce qu'il pourra avoir à son tour des enfants, comment il pourra les élever, toutes ces questions qui viennent probablement du premier moment de l'accouchement de la maman jusqu'à un âge vraiment très avancé, là où les parents vont réfléchir comment pouvoir vraiment le soutenir. Mais ce qu'il dit dans le reportage et que je trouve extrêmement important, c'est un tout petit peu le soutien de toutes les personnes qui l'entourent. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la valeur, parce que ça reste symbolique, et c'est important de pouvoir vraiment trouver le cadre pour l'insertion de la totalité de ces personnes, pour les impliquer un tout petit peu dans notre vie économique, politique, je dirais, aussi sociale. C'est un travail énorme à long terme. Exact. Mais je dirais cette force de pouvoir retrouver dans le cadre professionnel les personnes qui pourront l'étayer, l'aider, l'accepter dans sa différence, lui donner le rythme qu'il faut. Moi, il me semble qu'un travail pareil ne vient pas du jour au lendemain, mais il vient vraiment avec une construction. C'est comme un travail de sensibilisation, c'est comme améliorer qualité, améliorer l'approche, améliorer une manière de vivre. Ça, c'est un travail, et c'est notre responsabilité de pouvoir inculquer ça à nos enfants d'abord, aux familles, de médiatiser ça pour permettre aux gens de comprendre que ce n'est pas facile, que c'est vraiment un travail énorme, que c'est un travail de grande haleine, là où il faut vraiment impliquer, mais comprendre que c'est un travail de relais. C'est là où il faut vraiment permettre à ses parents, à ses professionnels, à ces gens qui l'entourent, de pouvoir trouver la force de pouvoir continuer. Et ça vient quand on peut vraiment déléguer, faire le relais, permettre à l'autre, mais aussi se ressourcer et avoir l'énergie pour soi, pour pouvoir continuer et à transmettre ce qu'ils peuvent de force, d'énergie, d'apprentissage et de tout. Et bien justement, vous avez parlé de soutien, de comment soutenir l'enfant. Ça commence déjà avec son environnement direct, avec la famille. Comment est-ce que la famille doit réagir à cette situation? Là est la grande question. Et c'est ce qui fera toute la différence, Aïda, à l'avenir, pour l'enfant. Tout à fait, mais voilà, vous m'invitez encore à revenir à cette famille. Moi, je dirais, oui, c'est tout le travail et le but, c'est de pouvoir vraiment maintenir l'union comme ça dans la famille. C'est maintenir un tout petit peu cette dynamique pour que ça n'explose pas, pour que ça ne disparaît pas, pour que ça évolue dans le bon sens. Absolument. Et puis, on ne peut pas nier qu'un enfant, je dirais, les enfants en situation de handicap nécessitent une présence, nécessitent une énergie qui est un peu plus doublée, triplée, quadruplée, parce qu'il y a des rendez-vous dans
d'orthophonistes, des rendez-vous de soins, des rendez-vous de rééducation, il y a des rendez-vous de scolarité, il y a des déplacements, il y a des efforts, il y a des familles démunies qui n'ont pas les moyens pour pouvoir accompagner, porter, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le financement de pouvoir subvenir aux besoins de leur enfant. Donc c'est un tout petit peu la responsabilité de tout le monde, mais c'est à nous de pouvoir vraiment réfléchir à comment pouvoir aider ces parents pour qu'ils puissent vraiment revenir à accepter tout ça. Mais il y a aussi autre chose. Moi, j'aimerais bien revenir, et puisque vous me permettez de le redire encore, c'est combien que c'est difficile de lâcher prise. Expliquer à une mère qu'elle peut partir seule à une fête et puis qu'elle puisse apprécier un moment, qu'elle puisse vraiment profiter d'un week-end prolongé comme ça, Sans tout en laissant son fils peut-être chez des personnes ressources, chez des personnes qui pourront faire ce travail de relais et le garder, laisse toujours quelque chose de très inquiétant dans son cœur. Hein. La maman, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'ils vont bien prendre en charge? Est-ce qu'il saura rester seul à l'école? Est-ce que l'enseignante va comprendre un tout petit peu son langage? Est-ce qu'elle va le nourrir convenablement? Il y a toujours cette force. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut déléguer? Vous en avez parlé tout à l'heure. Penser un tout petit peu à prendre de l'espace pour soi. Penser à réfléchir à soi-même. Penser à continuer à vivre le plus normal possible. Penser à retrouver un tout petit peu ces rituels pour pouvoir vraiment investir une force de l'intérieur. La situation vient et elle change les vies de famille, elle change la vie du couple, mais c'est à nous de vivre cette différence et cette richesse, de pouvoir instaurer justement les rituels qui pourront garder ce qui a été fait auparavant et de pouvoir continuer à vivre et instaurer les petits moments de retrouvailles, les invités, les rencontres de famille, les personnes ressources qui pourront vraiment accompagner les familles. Moi je penserais à ces parents très proches qui sauront retrouver le lien. Mais après, aussi placer des phrases, placer des mots, écouter les gens. Il y a des moments de détresse, il y a des moments très difficiles, il y a des moments où la vie ne pardonne pas, il y a des moments durs dans lesquels il faut justement parler. Et c'est à ces moments, c'est là où dans le retour du miroir, c'est quand les personnes écoutent, voient ces personnes qui sont en train de lutter et de prendre le combat, qu'il y a la vraie force. Ce ne sont pas des parents ordinaires, ce sont des parents extraordinaires qui peuvent faire énormément de choses et beaucoup de choses en même temps, là où les parents qui ont un rythme très facile ne pouvons réaliser que la moitié est probablement de chemin. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut les encourager, s'incliner, les féliciter aussi, les applaudir, leur permettre aussi de vivre leurs différences dans ce qui nous manque, nous, adultes, qui nous semble qu'on a tout. Et je crois qu'aujourd'hui, l'inclusion, c'est de pouvoir apporter, pas uniquement l'insertion dans l'emploi, c'est de pouvoir apporter tout le cadre dans lequel on peut retrouver ces professionnels de soins, de l'éducation, de l'apprentissage, avoir ce cadre élargi pour pouvoir vraiment soutenir ces familles. Moi, je crois que c'est le grand projet de notre société et l'Algérie doit porter ce flambeau et ce message fort pour pouvoir porter ces enfants qui n'ont pas hésité à dessiner, à chanter, à s'inscrire dans les associations, à porter le drapeau national, à rapporter des médailles. Ils ont réussi sur tous les plans et c'est à nous un tout petit peu de ne pas porter ce regard très choquant, très dur, mais plutôt les applaudir dans ce qu'ils ont et ce qu'ils ont pu apporter. Et les considérer comme des gens normaux qui peuvent finalement évoluer comme pourrait évoluer une personne. Des personnes différentes qui ont d'autres énergies, d'autres ressources, qui ont d'autres forces. Et ils peuvent apporter avec leur manière. Ils peuvent signer leur manière, ne serait-ce que d'aimer. Vous savez, les parents, ils ont besoin que ces enfants leur disent « on vous aime, on est là, on est reconnaissant à ce que vous donnez ». C'est un peu aux professionnels, aux gens qui l'entourent, d'encourager un tout petit peu cet aller-retour dans les deux liens pour pouvoir vraiment permettre à ces familles de continuer à vivre et de s'épanouir dans les différences. Voilà, et c'était vos conseils ce matin, Aïda Mechli, peut-être d'autres conseils, des conseils de professionnels pour pouvoir vivre mieux cette situation, pour pouvoir
permettre à l'enfant en situation de handicap d'évoluer, peut-être rapidement pour finir? Ben, je dirais, voilà, il ne faut pas hésiter à frapper la porte d'un professionnel pour Oui. lui apprendre. On a beau à écouter qu'on n'a pas le temps, que c'est différent, que c'est difficile, qu'il faut des moyens, tout ça. Mais il y a toujours une manière de trouver, une manière d'apprendre la leçon, une manière de demander de l'aide. Même si on déprime, on n'a plus la parole, on n'a plus confiance, ben, il faut juste faire le premier pas de la demande d'aide pour pouvoir vraiment s'inscrire avec quelqu'un qui pourra nous écouter et nous aider. Moi, je pense à tous les professionnels dans différents domaines de la santé mentale. Merci beaucoup, Aïda. Merci à vous. Merci pour tous ces conseils ce matin. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Inch'Allah, Inch'Allah. Avec plaisir en tout cas. Quant à nous, on continue et dans quelques instants, on va accueillir Mr. High-Tech tout de suite après ceci. Regardez, madame, monsieur. Voilà, de retour sur notre plateau. Et chose promise, chose due, Mr. High-Tech est là. Bonjour. Bonjour Somaya, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça va, je vous remercie et vous? Ça va, je vous remercie. Hamdullah. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Et le 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat. Ce bénévolat, il existe sous plusieurs formes et touche toutes les catégories de personnes, que ce soit, quelle que soit, la tranche d'âge avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Le bénévolat a connu une nouvelle dimension. Exactement. Donc, comme tout domaine ou comme tout secteur, les TIC ou les nouvelles technologies ont apporté leur soutien au bénévolat, Oui. comme à tous les secteurs, comme à la médecine, comme à la recherche. Et on parle même de bénévolat 2.0, c'est-à-dire une nouvelle version du bénévolat grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouvelles plateformes sur lesquelles sont communiquées, sont partagées ces actions de bénévolat. Le bénévolat est plus visible, il est plus accessible, il a plus d'ampleur et d'impact, mais surtout plus de participants.
grâce justement aux réseaux sociaux. Donc maintenant, fini le temps où il fallait, même si on avait une bonne volonté de faire, il fallait galérer pour trouver une association, c'est-à-dire apporter son soutien ou aider ces gens, c'est-à-dire à se regrouper autour d'une action noble, ou même lancer l'action de bénévole ou même trouver des bénévoles justement. Ouais. Et à travers justement ces nouvelles technologies, que ce soit à travers nos smartphones, les réseaux sociaux, les sites web, maintenant c'est beaucoup plus accessible, c'est-à-dire de communiquer sur ça, d'envoyer un signal, de lancer un appel à participation et Exact. justement de récolter que ce soit des fonds ou des personnes qui vont aider. Et le résultat est spectaculaire. Exactement, on a pu voir ça sur nombreuses pages Facebook ou même Ouais. qu'il y a des actions qui ont été c'est-à-dire reportées sur les différentes télévisions. Mhm. Et c'est à travers justement ces plateformes qui ont été créées par ces anciennes associations qui ont commencé, c'est-à-dire avec les b.a.-ba du bénévolat, et donc par conséquent, ils se sont digitalisés eux-mêmes. Oui. Donc à l'ère du digital maintenant, ça n'a pas touché que des entreprises à but lucratif ou des entreprises, c'est-à-dire commerciales. Exactement. Donc, Il est clair que comme tous les autres domaines, le bénévolat aussi a a bénéficié, a profité du numérique. du numérique pour refaire peau neuve, j'allais Pour dire. refaire point neuf, exactement, parce que c'est-à-dire c'était un passage obligatoire. On ne pouvait pas rester, c'est-à-dire à l'ère du numérique, avec des pratiques, c'est-à-dire qui sont assez anciennes par rapport à ce qui se fait maintenant. Oui. Et par conséquent, donc, ces associations ont créé leur page Facebook, ont créé leur site On internet. est en train de voir Voilà, des images. comme le World Up Project a commencé avec une association. En fait, c'est un mouvement qui essayait de regrouper toutes les associations pour se réunir et essayer de partager leurs idées, éventuellement travailler sur une communication, c'est-à-dire commune. Et maintenant, ils ont leur page Facebook qui, elle aussi, est en train justement d'œuvrer pour les associations et les mettre en avant grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos smartphones. Et donc, justement, nous saluons toutes les actions du mouvement associatif qui va, c'est-à-dire qui œuvre pour justement pour la permettre bienfaisance, exactement pour des actions de bienfaisance, pour permettre par moment aux sans-abri de récolter d'avoir des repas chauds, des habits et tout le reste. D'autres actions vont à l'encontre des enfants nécessiteux, des enfants malades. Quand on cite ce type de bénévolat, c'est plutôt du bénévolat classique. C'est des choses qu'on connaît, qu'on a connues, qu'on a vues assez souvent. C'est-à-dire, même si c'est pas si souvent que ça, puisqu'on a toujours besoin justement de ce genre d'action noble. Mais qui dit bénévolat 2.0 dit aussi e-bénévolat ou donc ce sont les nouvelles formes du bénévolat c'est des bénévoles électroniques. Donc vous allez dire comment on peut être e-bénévole. Eh bien, c'est à travers justement les sites web et surtout les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, le bénévolat s'est digitalisé, donc il a créé de nouveaux... voilà, ce qu'on est en train de voir, c'est une application qui a été développée justement par des bénévoles, des développeurs bénévoles. Et cette application qui s'appelle Ntlagao, c'est une application en fait qui regroupe les bénévoles à travers des actions. Donc, quand on installe cette application, on peut avoir toutes les actions bénévoles qui sont autour de nous. Par exemple, géolocaliser ces actions. On peut participer à l'une d'elles ou, par exemple, programmer de participer à une autre, ou bien, c'est-à-dire se déclarer bénévole pour toute action qui va se faire. Donc, c'est vraiment... On n'a pas besoin aujourd'hui de faire partie d'une association. D'une association quelconque, exactement. Mais ça a son apport éventuellement, si on veut se spécialiser dans un domaine bien précis, sûr, comme vous avez évidemment. cité par exemple la protection de l'enfance ou l'aide aux personnes à nécessité. Donc, mais maintenant, on peut être, c'est-à-dire très polyvalent en matière de bénévolat, et c'est tant mieux pour tout le monde. Et donc, à travers ces applications qui ont été développées, les bénévoles, justement, peuvent différencier les différentes actions de bénévolat à travers des applications, exactement, à travers les réseaux sociaux. C'est une noble cause, c'est-à-dire de réaliser des actions de bienfaisance sans but lucratif. Donc, Exact.
la plupart des développeurs développent des applications qui ont un but assez commercial, qu'on le veuille ou non. Mais justement, quand on voit des bénévoles, c'est-à-dire des développeurs qui ont un potentiel et qui développent une application gratuite pour justement regrouper, par exemple, ces bénévoles qui œuvrent, que ce soit pour l'environnement, la santé ou pour les personnes à mobilité réduite. J'ai découvert aussi en faisant des recherches, il y avait une application qui s'appelle Hayatuk qui regroupe en fait donneurs et demandeurs de sang. C'est qui est quelque chose de formidable, exactement. Donc vous avez votre groupe sanguin, vous l'inscrivez avec votre wilaya et à travers justement cette application, tous ceux qui ont un besoin de sang, c'est-à-dire du même groupe, vous allez recevoir directement une notification. Automatiquement, il n'y a aucun but lucratif dans ça et c'est très noble comme action. Donc on voit maintenant, c'est-à-dire l'appel à participation à ce genre d'action et c'est digitalisé et à travers nos smartphones, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que même les actions de bénévolat ne sont pas uniquement aller, c'est-à-dire donner c'est-à-dire des repas chauds aux gens ou chercher, c'est-à-dire des gens qui ont besoin vraiment. Une association a besoin, c'est-à-dire d'une structure, d'une communication, d'organisation. Donc automatiquement même effectuer des travaux de graphisme par exemple ou gérer la page Facebook et tout sont devenus des travaux bénévoles eux-mêmes. Donc c'est des travaux du digital qui se sont s'engager dans une action pour protéger l'environnement également, pour aussi est une action de bénévolat. Exactement. Donc toute action qui n'est pas, c'est-à-dire à but lucratif et qui va apporter, c'est-à-dire un bien à autrui et quelque chose fait partie de bénévolat. La journée mondiale du bénévolat est partie dans ce sens. C'est une journée qui a été instruite par l'ONU. Donc automatiquement, c'est-à-dire c'est un mouvement international. On n'a pas, c'est-à-dire de loi ou quelque chose qui va réguler tout ça. Chaque personne qui veut faire quelque chose pour soi ou pour toute autre personne sans avoir, c'est-à-dire une vision de gain, automatiquement c'est du bénévolat. Exactement. Et aujourd'hui, le bénévolat, c'est digitalisé. Exactement. Donc comme toute entreprise, comme tout secteur, à travers c'est-à-dire ces nouvelles technologies, on peut avoir beaucoup plus que ce qu'on avait. Il suffit par exemple de solliciter des canaux forts, ou canaux à fort suivi sur Facebook ou des influenceurs sur Instagram pour passer un message. Et ces personnes, c'est-à-dire même si à la base, c'est-à-dire proclament que c'est tout un travail et qui demande c'est-à-dire une rémunération, pour ce genre d'action ne vont rien prendre. Donc on passe par un influenceur pour lancer un appel à participation et le tour est joué. Si on veut par exemple lancer une action de nettoyage d'une plage, nettoyage d'un quartier, ou même c'est-à-dire une action de récolte de fonds pour une personne, maintenant on est dans la transparence totale, c'est-à-dire on met directement les gens en contact et par conséquent, c'est-à-dire on enlève ce doute qui régnait à un certain moment sur certaines actions justement bénévolat qui étaient en toute opacité. Et voilà, donc, ça devient donc plus accessible, j'allais dire. Le bénévolat devient donc plus accessible. C'est un outil performant en tout cas pour faire du bien aussi. Exactement. Et à travers ces réseaux sociaux justement, le bénévolat... nous sommes en train de voir des images. Voilà, on est en train de voir tout ce qui se faisait pour le nettoyage des plages. Et passer par les réseaux sociaux permet aussi de sensibiliser les jeunes, puisque les réseaux sociaux, la plus grande communauté est une communauté jeune. Et donc, c'est vraiment agréable de semer, c'est-à-dire en eux, la graine de l'altruisme et de la bienfaisance vers autrui. Donc, les sensibiliser. Voilà, donc quand ils vont, puisque c'est un contenu qui est assez sensible. Une personne qui va passer 3 heures sur Facebook ou sur Instagram, autant lui permettre de découvrir certaines choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la mode ou les news ou la musique. Donc automatiquement, quand il va voir qu'il y a des jeunes comme lui qui sont, c'est-à-dire qui font des actions de nettoyage, qui font des actions de bienfaisance, ça va l'inciter lui aussi à ces jeunes, c'est-à-dire et grandir sur ça, c'est vraiment que de bonnes manières. Ça lui permettra en tout cas de se responsabiliser. Exactement. Et d'apprendre énormément.
Voilà, maintenant sur Facebook, comme on a cité donc Warda Project qui regroupe les associations caritatives. On a aussi l'application Netlaga qu'on avait vu, l'application Hayatuk. Il y avait aussi à un certain moment un hashtag qui était Make Algeria Green and Clean Again, c'est-à-dire faire de l'Algérie un pays propre et un pays vert à nouveau. Donc ça a commencé comme un hashtag et c'est devenu en fait tout un compte d'actions justement bénévoles qu'on était en train de voir justement sur les images le créateur qui font pratiquement, qui sillonnent tout le territoire national justement pour récolter ces actions et faire, c'est-à-dire des actions de bénévolat sur tout le territoire national, que ce soit pour le nettoyage de l'environnement ou bien pour aider d'autres personnes. Voilà, donc l'apport des nouvelles technologies, en tout cas de l'information et de la communication, est tout aussi confirmé pour le bénévolat, à l'instar des autres domaines. Le bénévolat ajoute aux nouvelles technologies, justement, des lettres de noblesse. Exactement. Également. Donc, on a vraiment peut-être assez critiqué justement les nouvelles technologies ou bien les réseaux sociaux, en disant que ça a partie dangereuse mais quand même, quand on voit, c'est-à-dire l'apport de ces nouvelles technologies à ce genre d'action très noble, on va dire que ça rehausse justement de leur importance et de leur valeur. Et donc, on ne pourra jamais, c'est-à-dire dire qu'il n'y a que du négatif dans ça. Mais pas du tout. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer notre quotidien sans les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, effectivement, mais voilà, donc il y a les défendeurs du classique, il y a les néo-utilisateurs. On verra ce que ça va donner. Bien sûr, on reste toujours sur une utilisation responsable de tout ça. Et par conséquent, donc, qui dit responsabilité dit engagement, qui dit engagement dit altruisme, et qui dit altruisme dit bénévolat. Ben voilà. On a fini, Nafa? Je pense oui. Mais j'invite les téléspectateurs, les utilisateurs, bien sûr, à donner encore plus, à s'engager encore plus, que ce soit à travers les réseaux sociaux, ou à travers les associations qui ont toujours besoin. Donc, on réitère notre invitation à s'engager dans ce genre de mouvement, justement, que ce soit pour notre pays ou pour nos frères et sœurs de tout le territoire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nafa Mezari. Bon week-end. Merci. Bon week-end à vous aussi. Merci, c'est gentil. Et histoire de passer bien le week-end, eh bien, on va écouter de la musique. Très bien. Gad Diwan Bechar. C'est tout de suite. Regardez. جيلنا يا الله على حسناوة
Sur le plateau de Bonjour d'Algérie, dernière ligne droite, on accueille tout de suite Siham Kinnouch et Ladia Boulmali. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alhamdoulilah. Emporté par les rythmes. Bah voilà, emporté par les rythmes. Et justement, ça nous invite à parler des couleurs dans la mythologie gnawa avec vous, Siham. Bah oui, je suis arrivée tout en couleur aujourd'hui. Tout en couleur. Bah, Voilà. marhaba bik avec vous, Ladia, dans quelques instants. Donc, on va parler de tourisme de montagne. Voilà, on commence avec Siham. Je suis ravie d'écouter Siham. Oh, moi, je voyage avec Siham. C'est toujours un plaisir, en tout cas, Siham Kinnouch. Hein. Je suis d'accord. Voilà, donc En fait, oui, allez-y. on l'a constaté sur scène, au-delà de leur rythme et de leur aptitude à emporter le public, elle a dit, les stars du Gnawi, ou on les appelle souvent les ma'almin, sont toujours vêtus de costumes aux différentes couleurs. Ils sont par exemple habillés tout en blanc, ils sont habillés parfois en bleu clair, en vert, bref, ou en costume bariolé de couleurs magnifiques. Il s'agit évidemment d'une représentation, mais qu'en est-il vraiment de ces coutumes tout en couleur, Siham Kinnouch? En fait, ceux qui connaissent Dar Diwan ou Dar Losfan, comme on l'appelle par exemple à Constantine, ou Dar Baba Salem à Alger, ou Dar Sidi Blel à Ain Safra à Naama, etc., connaissent ce rituel que nos grands-mères ou quelques familles pratiquaient en allant faire une ziara donc, chez cette maison qu'on appelle Dar Diwan. Alors, Diwan, déjà, c'est tout un rituel. Déjà, qu'est-ce que c'est que les Gnawa? Pourquoi on parle du mot Gnawa? Alors, Gnawa, c'est le Soudan occidental. Le Soudan occidental, quand vous cherchez dans les anciens livres, etc., et vous trouvez Bilad Soudan. Alors, Soudan, en fait, ce n'est pas actuellement, ce n'est pas l'État qui doit vous venir à l'esprit. C'est pas le Soudan. Bilad Soudan, c'était actuellement l'Afrique subsaharienne. Et ça allait de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique. Maintenant, il y avait le Soudan occidental, c'est-à-dire le Niger, le Mali, les pays qui sont au sud de l'Algérie. Et de là, il y a eu une très très grande vague d'esclavage. Donc, il y avait des négriers qui partaient vers tous les continents, etc. Et il y a beaucoup qui sont arrivés, donc, chez nous, dans le Maghreb, dans le Grand Maghreb, ils sont placés ou installés dans différentes villes. À Tunis, on parle de Boussadia, à Constantine ou à Annaba, on parle de Banga, de Baba Merzoug. À Constantine, il y a beaucoup de maisons de Diwan, Dar Hausa, Dar Barno, Dar Bahri, etc. À Alger, Dar Baba Salem, donc du côté de Naama, Ain Safra, Kain, Sidi Blel. Tout ça, c'est une communauté qui est venue avec des traditions, des cultures, des rites, des mythes et des croyances aussi. Et des croyances aussi. Nous avons l'habitude, Soumaïa, de parler toujours de la mythologie. Oui, c'est la mythologie grecque. Qui nous vient d'Europe. Oui, Europe et Asie. Exactement. Bon, on touche un petit peu à Isis, à la mythologie égyptienne, etc. Oui, mais vous savez que Dar Diwan, donc cette communauté des Gnawa, a sa propre mythologie. Donc il y a un panthéon, il y a aussi des degrés de divinité qu'on a l'habitude de saluer. Par exemple, quand on faisait Dardba, il y a quand même un bon moment de temps. Bon, les croyances en elles-mêmes ont été un petit peu oubliées, marginalisées par la présence de l'esprit actuel, par la religion musulmane, etc. Mais à l'origine, qu'en est-il? Pourquoi, par exemple, si vous faites Dardba, si vous connaissez de quoi je parle, donc si vous faites Dardba et Dar Diwan, vous avez 5 foulards. Bon, les deux autres manquent, comme je sais pas ce que c'est. Enfin, nous sommes sur un plateau télé. Alors, 5 couleurs déjà
qui sont très révélateurs. Alors, nous avons une couleur pour chaque génie, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par la couleur verte. Alors, si on se met en vert, c'est qu'on veut implorer le génie Boudrbala. Ok, donc c'est pour ça que dans les textes gnawi, vous allez trouver c'était Boudrbala. Boudrbala incarne la couleur verte, c'est l'espoir, le bonheur, la belle vie et aussi la paix intérieure. Si vous êtes angoissé, si vous partez à Dardiwan, mais je ne dors pas. Alors là, il va vous habiller en vert et il va implorer, c'est des Boudrbala, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, c'est des Boudrbala, mais en tout cas, apparemment, ça marche, Bendia, ok? On les appelle les 7 couleurs de l'univers. Si on veut, oui, bon, cette couleur, bien sûr, le soleil, c'est cette couleur. Oui. Il n'y a pas une 8e. Mais là, nous sommes à 5, hein, on s'arrête à 5. D'accord. Alors, Boudrbala, c'est la couleur verte, oui. Ok? Donc, c'est la paix intérieure, le bonheur, etc. Nous avons la couleur bleue. Ouais. Là, si vous envisagez un déplacement, par exemple, si vous comptez voyager, alors on va implorer Baba Bahri. Alors, Baba Bahri, c'est la couleur bleue par rapport à la mer. Il y a une chanson d'ailleurs. Bien sûr, mais tout ça, c'est des chansons. Ouais. Chaque divinité ou chaque génie, si on veut, a sa propre chanson. Donc ça, c'est des Boudrbala et ça, c'est Baba Bahri, connu. Hein, Baba Donc Bahri. La mythologie est quelque part liée au génie. Ben oui, c'est des génies, c'est un panthéon. Au lieu de dire divinité. Pas divinité, mais plutôt génie. Plutôt génie. À l'époque, non, à l'origine, c'était, moi je parle de l'origine, hein. Ah, oui. À l'origine, c'était des divinités, attention. Plus tard, ça s'est transformé en esprit de génie. Alors là, lui, c'est Baba Bahri. Alors pourquoi Baba Bahri, comme Dar Bahri à Constantine, pourquoi Bahri, ce sont des gens qu'on a ramenés via la mer. D'accord. Donc, ils se sont liés au génie et aux esprits de l'eau, de la mer. Et c'est pour ça que leur couleur est bleue. Donc, si vous allez faire une drdba ou une lila, et si vous comptez voyager, c'est la couleur bleue qui va l'emporter. Ah, la couleur rouge. La couleur du sang, peut-être. Rouge. Alors, la couleur rouge, c'est le génie protecteur des bouchers. On l'appelle Babahmou. Alors, Babahmou, l'ahmar, alors c'est un rituel aussi chez les Gnawa qui je dis rien, c'est des chansons. Et par exemple dans l'ancien temps, dans le quartier de Douirat à Blida, oui. Je sais qu'il y avait une dame qui faisait ce rituel de Dredba, etc. Elle s'appelait Mbroka et elle descend c'est une descendante du roi de Bénin parce que le roi de Bénin a été exilé par la France et il s'est installé à Blida et il y avait une grande maison de Diwan à Douirat et Mbroka mangeait de la viande crue. Pourquoi? Parce que elle était emportée et envoûtée par Baba Hamou, donc Baba Hamou l'Ahmar, ok? Et si vous écoutez, non mais si vous écoutez même pas, et même pas haché, hein, c'est cru, hein. Et si vous êtes attentif aux chansons gnawa, vous allez voir que finalement il y a ces noms dans Seq Saïd, ok? Absolument. Ça ne vient pas de n'importe où, ou ce n'est pas du n'importe quoi. En fait, ce sont à l'origine des divinités, après ils se sont transformés en des génies protecteurs, des esprits. Ok. Après, nous avons le jaune. Alors, le jaune, c'est la couleur de l'Alamira. Alors, l'Alamira qui est Mira, en fait, c'est Hermès Gnawi. Hermès qui est, en fait, celui qui transporte les messages entre les hommes et les dieux. L'Alamira, elle fait la même chose. Quand vous faites un souhait, il faut se porter du jaune, il faut mettre un foulard jaune pour que l'Alamira regarde la couleur jaune et emporte votre vœu et votre souhait au Panthéon suprême, au Panthéon suprême qui lui est noir, d'accord, et on voit ici la culture africaine, qui lui, donc le dieu suprême qui lui est noir, et vous pouvez l'appeler c'est Zeus, oui, c'est Zeus, c'est un petit peu Zeus. Alors lui, il porte le nom dans les qsaïd de Baba Mimoun ou de Shamharouch. Et il y a aussi des chansons qui portent le nom de l'Alamira, le Gnawiya. C'est ça. Donc
Donc la namira, c'est celle qui transmet les messages à Shamharouch. Donc vous êtes là, vous êtes à Dar Diwan, vous faites tout le rituel, تشعل الشمع, لازم لك الديوان, لازم لك الطبق تاع الديوان, لازم لك البخور, لازم لك الريحة تاع اللبان, لازم لك des choses et des choses et des choses. المهم, mais bon, quand vous y êtes, lorsque vous faites votre vœu, vous allumez votre cierge ou votre bougie, il y a l'esprit du jaune qui doit être présent parce que c'est l'esprit du jaune qui va l'emporter à l'esprit du noir. Et comme ça, vous serez passé par les couleurs donc des Gnawa qui sont très présents dans leur esprit et dans leur chanson. Je ne parlerai pas par contre du blanc parce que je ne le parlerai pas du blanc. Tout simplement. Tout simplement. En tout cas, je dormirais moins bête personnellement, Soumaïa, Oui. parce que c'est vrai que j'ai toujours pensé que c'était une chanson qui était vraiment destinée à une dame. Oui. Mais je pensais que c'était une Moi femme. aussi, j'ai J'ai toujours jamais pensé su que que c'était c'était un peut-être bon une génie. princesse. Quoique le ou texte est autrefois, nouveau, je sais hein, pas. vous parlez de la chanson de Fricklin. Oui. D'accord. Ou Mais même là, je pense que le texte est très très récent par rapport à ce que vous pouvez trouver dans Donc ça, et dans les anciennes... Oui, en fait... Dans le répertoire Dans le Gnawa. répertoire, voilà, cherchez le mot, Gnawa. merci Radia. Ouais. Dans le répertoire Gnawa, il y a des qsaïd très très profondes et qui parlent de la position qu'occupe chaque esprit ou chaque couleur. Et ce n'est pas si, par exemple, Diwan Gat ou Gat Diwan Diwan, Bishar, Diwan. s'ils sont là avec le bleu, c'est parce que, par exemple, le spectacle ne s'est pas fait sur place, ils ont voyagé. Donc ils ont D'accord. traversé la mer. D'accord. C'est un esprit d'une certaine communauté qu'il faut connaître. Ils ne font pas les choses comme ça. Gratuitement. Parce que Adjibhom les Araq. Oui, mais justement, quelquefois, ils sont habillés en différentes couleurs, donc Bien en sûr. bariolé. Bah, à part- Qu'est-ce que cela signifie Alors, le finalement quand on bariolé, c'est mélange les couleurs? une histoire d'avoir tous les esprits en même temps. À Bah part voilà, le tout noir. Le simplement. noir, il est difficile à porter. Donc, vous voyez rarement un Gnawi porter le noir. Parce que c'est véritablement Baba Mimoun. Donc, maintenant, si vous êtes du côté... C'était Kéhati- Dust, comme avait dit la Non, 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 Pardon. si en C'est fait vous êtes dans l'esprit de l'Azhar la Mimoun, ça c'est autre Oui, voilà, la chanteuse porte le noir sur l'image qu'on est en train de voir. Oui, et ça c'est très très difficile de le porter. D'accord. Donc il faut avoir un certain grade Pour pouvoir le pour porter. pouvoir le porter. Mhm. Maintenant le blanc c'est encore plus gradé. C'est des grades en fait. Vous D'accord. voyez? C'est pareil pour les femmes que pour les hommes. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, d'ailleurs, c'est plus pour les femmes si elles veulent rentrer en transe, etc. et pratiquer véritablement Dردba ou Lila, etc. Il y a des gens qui le font toujours, hein, je vous le dis. Par exemple, si vous êtes si vous partez du côté de Constantine, je pars souvent de Constantine parce que je connais Au très bien, en Annaba fait. aussi. Au Annaba, Annaba Baba aussi, il y a des Merzouk, oui. survivances de ces Alors, pratiques. si, Oui. si vous êtes du Ras côté... el-Hamra. Ras el-Hamra. Salut, Tata Marie. Je sais qu'elle me suit. En fait, bon, il faut dire que si vous partez à Darbarnou, je sais que Lila se passe le lundi soir et ce rituel peut se faire le lundi soir ou par exemple pendant les grandes cérémonies ou les grandes occasions, Sha'baniya, 27e jour du mois de Sha'ban pour préparer Ramadan, etc. Quoique là, c'est complètement autre chose. Hein. On n'est plus Pourquoi dans le l'esprit lundi des soir, couleurs. justement? Pourquoi le lundi? Parce que c'est comme ça. Le rituel dit le lundi. Le rituel dit que C'est peut-être une Lila, journée c'est le sacrée lundi. dans la culture Chaque maison a son jour auquel Ah, carrément, elle offre, d'accord. oui, elle s'aide débat. Donc le lundi, c'est par rapport à quelque chose qui est très secret et très lié à la famille même. Donc c'est un secret familial, si on veut, entre guillemets. D'accord. Et c'est pour ça qu'on parle d'une journée pour chaque famille ou pour chaque diwan. Diwan, Constantine Darbarno, diwan est Voilà. Maintenant, si vous voulez faire votre expérience, bon courage si vous aimez bien les percussions, les bangas, les taf, 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 taf. Enfin, il y a ceux qui sont fous de ça. Vous ne m'avez pas posé la question concernant l'ouda. C'est pas le nom fake. Ah oui, On a déjà mlahfa, oui, mzeyina, oui. je sais pas. Oui, il y a des coquillages. sur C'est la des tête. coquillages. Je sais que tu connais très bien, toi qui aimes bien le sud, n'est-ce pas? Oh, j'adore. Et en fait, ça, Oui. dans la culture Gnawa, Ouais. c'est un esprit très positif. C'est un emblème de bon augure. C'est quelque chose qui te protège. Porte Et bonheur. c'est des amulettes, si tu veux. Hein, il faut dire, il faut appeler achat achat. C'est des amulettes qui protègent, qui portent bonheur et qui sont là pour vous protéger. Voilà, merci.
Ah, voilà, vous êtes protégés donc. Du coup, Non, ça va, alors protégé, alhamdoulilah. En tout cas, je verrai mes chèches différemment. Oui, désormais. je te promets que oui. J'en ai toute une pile avec toutes les couleurs possibles et imaginables. Voilà. Waouh. Bon, là, j'ai du rose. Alors, ça n'a rien à faut-il voir. porter du blanc un chèche blanc, là, Le blanc, je on préfère. va en ne pas discuter, parler. Siam, tout à l'heure. Ok, alors la partie, ok, y a pas de souci. Voilà, ben merci beaucoup en Mais je tout vous en cas. prie, Marhaba. C'était fort intéressant, hein, Radia. Absolument. Absolument. Ça va me changer ma vision des chèches désormais. Je verrai mes couleurs différemment. Je vais choisir et je me dirai, ah, si elle m'a dit, oh, ça protège de ça et ça. Bon, ben, je suis pas tellement superstitieuse, il faut dire. Mais c'est vrai que les chèches protègent du froid aussi. Hein. Bah voilà. Et C'est pratique. C'est pratique pour ce qu'on va annoncer juste après, n'est-ce pas? Ah oui, justement. On va nous aller là allons- où il fait très froid. On va voyager là où il fait froid, sur les hauteurs de Kabylie. Oui, n'est-ce pas en haute montagne. En haute tout montagne, il simplement. parlait du tourisme justement de montagne. Alors l'Algérie dispose Tourisme de nombreuses de chaînes montagne, oui, de tout à montagne fait. justement, On comme le entre de Djurdjura. plein pied en pleine saison hivernale, c'est-à-dire l'ouverture officielle de la saison, c'est le 6. Mhm. Et voilà, on est à la veille du 6. C'est bon d'en parler, c'est bon de rappeler un petit peu ce qu'on a comme richesse en termes de tourisme de montagne. On va, pour être plus précise, dans 2 régions limitrophes d'Alger. Oui. Tizi Ouzou et Bouira en l'occurrence. Donc on va commencer par laquelle? Qu'est-ce que vous préférez? Tikjda. J'aime bien Tikjda. Ah ben avec plaisir. Donc cap sur Tikjda. Tikjda donc c'est Bouira. Bouira c'est la wilaya limitrophe. Donc on va s'éloigner un petit peu d'Alger, 1 heure de route à peu près, 1 heure et demie de route et on aboutit à Bouira. Puis ensuite 30 km plus loin, on découvre cette belle station donc qui culmine à environ 1500 mètres donc d'altitude et qui permet aussi les plus beaux panorama qui donne directement sur le massif montagneux du Djurdjura. Donc, on est en train de voir ça en On est image. en train de voir, voilà, c'est la station phare qu'on voit justement, Tikjda est là. Le centre Elle des est loisirs et des sports de Tikjda. Voilà, qu'on ça voit. je pense que c'est cela, c'est le centre de loisirs et des sports de Tikjda et qui n'est pas loin aussi de ces beaux chalets. Donc là, c'est les chalets qui ont été construits un peu plus loin, qui font partie de l'hôtel du Djurdjura. C'est le chalet du Kef. Oui, ça c'est le chalet du Kef, le plus célèbre. Là, voilà, ce sont les différents hébergements que l'on peut trouver dans cette station. Station de ski par excellence également. Donc, vous voyez, on peut être hébergé dans ces lieux majestueux qui donnent vue sur le massif du Djurdjura, en l'occurrence, avec l'Ardija, par exemple, qui culmine, c'est la plus haute montagne. Moi, j'ai eu le plaisir, justement, de séjourner face à l'Ardija. Et c'est vrai, et le matin, on apprécie la pureté de l'air et la fraîcheur aussi. Et quand on voit cette montagne en face de nous, c'est un réveil unique avec un silence qui en dit long. Peut-être. En fait, c'est un silence dont on rêverait tous les... Et avec plaisir, nous qui sommes dans le tumulte de la capitale, ou vraiment de toutes ces villes très polluées sur le plan sonore, lorsqu'on est en pleine montagne, c'est un peu comme le sud, on parlait du sud. Ces étendues du sud nous permettent aussi d'apprécier le même silence. Bon, on peut aller tout près et aussi apprécier cette qualité de l'air et aussi cette qualité d'accalmie et de... Voilà, cet endroit paisible qui va vous inspirer. Alors, on est au cœur du parc naturel du Djurdjura, donc qui est aussi une réserve biosphère depuis 1987 et qui aussi offre la possibilité, en temps de neige ou vraiment en printemps, toute saison, en toute saison, de découvrir des espèces endémiques, des forêts pas comme les autres, donc des cédrés magnifiques. On peut y trouver plein d'arbres qu'on aime tant, les chênes, les divers chênes et qu'on peut imaginer, le pin noir. On peut y retrouver aussi des animaux sympathiques comme le singe magot ou des vautours, comme le gypaète barbu, gypaète barbu qui est un vautour. Voilà.
Voilà, vous avez le sympathique. Bon, mais c'est sympathique, singe, quand vous les verrez, messieurs. Vous voyez le bivouac qu'on peut se permettre aussi dans ces régions. Là, c'est vraiment... Oui. Histoire de profiter de l'air frais. Oui, c'est une station climatique aussi. Donc là, vous voyez, on est en harmonie avec la nature, avec les bêtes, avec ces flancs de montagne vraiment calcaires qui vont jusqu'à des aiguillés vraiment très appréciés par les alpinistes, les alpinistes, voilà, qui sont arrivés très vite. Différents sports, donc en ce moment c'est les sports d'hiver aussi. Voilà, c'est une région qui permet ce tourisme d'aventure, voilà. On voit ces randonneurs, parce qu'on a droit là-bas au trekking de façon très intéressante, parce qu'on traverse d'un massif montagneux vers un autre massif, qui est celui du Djurdjura occidental, et on peut aller jusqu'à Talaguilef. Donc Talaguilef, c'est l'autre station dont je voulais parler, et qui se trouve cette fois-ci du côté de Tizi Ouzou, qui fait partie d'une autre wilaya. Mais regardez tous les chemins escarpés qu'on parcourt. C'est vraiment très, très ardu. Donc on peut mettre parfois une journée, parce qu'on fait des haltes, on est bien équipé, on a notre sac à dos avec tout l'équipement nécessaire, mais qui est assez léger par rapport à d'autres contrées du monde. On peut faire de la randonnée peut-être. Mais c'est vraiment une randonnée dont on se souviendra éternellement, parce qu'elle permet de voir des couchers du soleil, des levées de soleil, des couleurs, bien sûr, que seule la neige peut nous offrir à une altitude aussi importante. On culmine presque à 2000 mètres. Et c'est très beau de voir ça. C'est très beau de profiter de cette saison hivernale pour aussi pratiquer. On peut aussi pratiquer le ski. Donc on a dit que c'était essentiellement une station de ski, autant que Talaguilef. Mais la plus célèbre, c'est bien sûr Tijda, qui, avec justement ces pistes très célèbres, des pistes très pratiquées au milieu des cédrés, et aussi d'autres un peu qui sont faites un petit peu pour ceux qui aiment les pics d'adrénaline, qui vont vers des pistes un peu plus dangereuses. Là, vous voyez ce qu'on peut apprécier là en image, c'est un lac. Tout au sommet, justement, au milieu de cette randonnée qui va nous amener vers Talaguilef, on va découvrir ce lac. On peut faire une halte, donc. Oui, on peut y faire c'est magnifique, et ça permet... c'est le lac Agulmim, ou Tamda Gulmin. Ça dépend des appellations. Et vous voyez tous les reflets que ça permet de découvrir sur l'eau. Donc, et ça, pour les amateurs de photographie, ce sont des moments très privilégiés. Parce que vraiment, on découvre, on est surpris par la nature, on est surpris par les reflets de ces belles montagnes sur ce lac. Il faut dire que les montagnes permettent aussi aux spéléologues de belles découvertes, parce qu'il y a des trous dans certaines montagnes qui sont autour de l'Ardija notamment, et qui aussi couvrent jalousement cette glace éternelle qui aussi alimente ces sources intarissables qui sont connues dans la région. Et donc quand on est dans ces endroits, on peut avoir justement un tourisme de qualité, un tourisme d'aventure de qualité. On peut aussi pratiquer le parapente depuis quelques années. C'est en vogue, et durant la saison hivernale, il y a des associations de la wilaya de Tizi Ouzou qui offrent la possibilité de pratiquer le parapente dans ces régions. Ça séduit également. Et ça séduit aussi les arts martiaux. Ceux qui pratiquent les arts martiaux sont très séduits par ces régions, parce que on a parlé tout à l'heure de l'air pur, on a parlé aussi du silence. Et c'est vrai que ce sont des arts qui vont de pair avec la méditation, qui vont de pair avec la recherche de soi. Et la méditation et le voyage intérieur. Donc c'est... Ce qui est intéressant aussi, c'est aussi que ce sont des montagnes qui, pour certaines, présentent des flancs très en muraille, je dirais, en muraille, et ça permet aussi l'escalade. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'aventuriers dans ce sens, mais ça a tendance à se développer chez nous, avec tous les clubs qui se sont développés dans les grandes villes, à l'instar d'Alger. Donc on a du côté de Boubillon
un centre d'initiation à l'escalade qui permet aussi de belles retrouvailles. Donc, il est bon de partir en groupe vers ces régions, donc Talaguilef ou Tigjda. Je pense que nous allons voir aussi, les dernières images vont nous montrer aussi non, c'est pas celle-ci. Là, on est toujours à Tigjda. Voilà, là on se rapproche de Talaguilef. Talaguilef où l'on peut trouver le Club des Cèdres qui est donc aussi un hôtel assez pittoresque. Vous voyez, on est en plein dedans là. Et qui est très très bien en harmonie avec la nature. Oui. Et voilà. Comment ne pas rêver de se retrouver en pleine vacances ici, donc profitez, les vacances approchent, c'est vers la fin du mois, donc, et c'est en plein saison, donc il faudrait en profiter. Il faut dire que les tarifs diffèrent pendant la saison hivernale et surtout pendant les périodes de vacances, parce qu'il y a les tarifs familiaux, il y a les tarifs de groupe, et donc mieux vaut être vraiment en groupe pour parcourir. Siem, ce sont des montagnes qui sont très belles et qui permettent de découvrir aussi de beaux villages, tout un chapelet de beaux villages kabyles. Et dans ces villages, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a de belles retrouvailles autour d'un feu de camp et de très beaux contes et légendes. De très beaux contes et légendes. C'est vrai que c'est une région qui est propice à toutes les histoires possibles et imaginables. On parle de la main du Juif, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, la main du Juif, donc qui est cet endroit à mi-chemin entre Talaguilef et aussi Tigjda. Oui. Et donc c'est vrai que c'est là en général que les alpinistes, que les randonneurs s'arrêtent pour un beau feu de camp, un beau pique-nique et on se raconte de belles histoires. Il y a aussi une zone d'extension touristique qui est en train de... il y a des aides qui se développent. Qui est lancée justement au niveau de Tizi Oujdaboud. C'est justement un site touristique limitrophe à Talaguilef, c'est juste à côté. Oui, et qui permettra d'absorber toute la demande. C'est vrai que, par exemple, il m'est arrivé de me déplacer à Tigjda en pleine vacances. C'est vrai que c'est le rush. Et on a du mal à apprécier quand il y a autant de densité. Et c'est vrai qu'on gagnerait à avoir de nouvelles structures pour abriter et absorber cette demande qui se développe, qui a toujours existé en fait. Mis à part, il y a eu une période où Talaguilef, les hôtels avaient subi quelques dégradations dues à la décennie noire. Donc ça avait fermé les portes et donc quand ça a rouvert, tout le monde était content de retrouver ce site touristique. Il y a une mise à niveau également du centre qu'on a vu en image, de celui de Tigjda, le centre de loisirs et des sports de Tigjda. Depuis quelques années, donc l'infrastructure a bénéficié d'une opération de réhabilitation qui a permis justement d'avoir l'hôtel en entier dans toute sa disponibilité et bien sûr d'avoir toutes les chambres opérationnelles comme c'était le cas avant. Il y a de belles animations aussi qui sont organisées autour des vacances. Donc c'est pour cela que vraiment je tenais à en parler en amont de cette période en particulier pour dire qu'on y emmagasine de très beaux souvenirs. Moi, étant étudiante, j'avais été à Talaguilef, je ne l'ai jamais oublié. Et je pense que ce sera le cas de beaucoup de personnes qui pourraient partir en groupe, entre étudiants, entre parents, entre amis. On peut aller aussi en escapade entre amoureux. C'est très bien. Les couples aussi aiment bien se retrouver là-bas, vraiment. Et voilà. On peut aller comme nous. C'est particulier, Tigjda. Oui, on peut aller comme nous en tournage. Moi, c'était particulier Tigjda avec mon équipe de tournage. On s'est retrouvés, on a fait la randonnée jusqu'au lac, justement. Et au niveau du lac, on s'est mis un petit peu en arrière pour pouvoir admirer, mais aussi pour pouvoir filmer. Voilà, tourner. Donc, on était sur place. Tout le groupe était en bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le brouillard. Et c'était hyper rapide, dans quelques secondes. On voyait plus rien.
Je ne voyais pas l'équipe qui était à côté, je ne le voyais plus. Voilà, mais c'était particulier en tout cas. Comment faire si on n'a pas on a un guide, le généralement. Le guide se débrouille se assez débrouiller. bien. Voilà, ce sont les guides, ils sont habitués à ça. Hein. Ce sont les guides qui appartiennent justement, qui font partie du parc national, du centre de loisirs et des sports, voilà, qui sont toujours sur place, qui accompagnent les groupes. On ne s'aventure jamais seul dans ces sites parce qu'on ne connaît pas le chemin du retour. On connaît, se perdre, on peut se perdre facilement. On risque aussi une chute, donc il faut toujours être en groupe. C'est dangereux, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, donc en cas de chute, il faut toujours être d'abord équipé vraiment du matériel et voilà, être équipé comme il se doit, mais il faut aussi être accompagné de manière à ce qu'il y ait quelqu'un qui lance l'alerte ou qu'il y ait quelqu'un qui puisse avertir ou secourir sur place. C'est bien d'être avec un guide lors des randonnées. Il ne faut jamais se hasarder à entamer cette randonnée sans guide, effectivement, ou sans des personnes chevronnées, connaisseuses, qui sont vraiment de la région et qui connaissent parfaitement le parcours. Les alpinistes, les gens qui vont... Mais les habitants aussi des régions. Oui. Donc, peuvent aussi être de bons guides dans la mesure où ils ont grandi là-dedans, ils ont parcouru donc des dizaines et des centaines de fois ces sites vraiment d'une grande beauté. Voilà. Mais il y a des recommandations, bien sûr. Il faut pas, il faut pas, si vous êtes en groupe et que vous avez envie de faire la fête et tout ça, il faut faire attention quand même à la nature. Il ne faudrait pas couper n'importe où le bois, il faudrait faire attention aux animaux, ne pas chercher à leur donner des sucreries, par exemple, les nourrir. Il faudrait vraiment les protéger. Bon, donner-leur des bananes, des arachides, pourquoi pas, mais oui, ça, ils en raffolent. Mais il faudrait pas nourrir le singe de n'importe quelle manière ou voilà, pratiquer la chasse de n'importe quelle manière. Voilà, ce sont les recommandations par rapport à ces groupes qui aiment justement parcourir les forêts. Il faut respecter la nature. On est en train de voir des images, de belles images de Tigjda, justement. Voilà, le ski. Elle se débrouille pas mal, hein? Oui. Celui qui avait justement le premier à avoir créé une école de ski dans la région, c'était Mustapha Müller. Mustapha Müller qui avait fait qui avait fourni énormément d'efforts pour la protection de cette zone fragile. On l'a dit que c'était une zone biosphère. Et donc Mustapha Müller, on lui doit aussi le classement parce que c'était quand même c'est cet Autrichien qui était amoureux de l'Algérie et qui était amoureux de tous les sites algériens parce qu'il a par la suite œuvré pour la préservation du parc du Tassili. Et justement, pour ce qui est de ce parc, on lui reconnaît aussi le mérite d'avoir empêché par justement ses écrits, par ses combats, que le Paris-Dakar perturbe la faune et la flore de cette belle région, de cette zone biosphère à l'époque. Voilà, je tenais à lui rendre hommage et je salue sa fille. Si elle nous regarde, elle est quand même assez passionnée comme son papa. Passionnée comme son papa, elle essaye de perpétuer la mémoire de ce grand écolo, je dirais. Et voilà, elle est aussi fidèle à l'émission Bonjour d'Algérie, donc je la salue quand elle nous regarde. Nous la saluons donc ce matin. Donc vous avez été à Tigjda, Siham? Donc oui. Ça vous inspire Siham a été partout. Siham a été partout, notre globe-trotteur. Il me semble. Je crois que la première fois que je suis partie à Tigjda, il me semble que j'avais 7 ans et demi. Et c'est là où j'ai porté la première paire de skis. Voilà, j'étais, je crois que, voilà, comme ça. Et ça s'est bien passé? Sans chute, sans... Non, il n'y avait pas de chute. Sans accident? C'était une belle époque, une belle période. Oui. Et j'en garde un énorme souvenir. Par contre, la dernière fois que je suis partie à Tigjda, c'est mon fils qui avait 7 ans. Et je garde cette fois-ci un mauvais souvenir parce qu'il a fait une chute de vélo. Et ça m'a coûté la clavicule qui est partie. Et voilà. Pauvre chou. C'est vrai que le VTT est très en vogue. Ouais. Depuis pas mal d'années, on y pratique le VTT aussi. C'est un des sports favoris dans la région. Je me retrouve à l'hôpital de Bira pour un 8, etc. Et bon, maintenant c'est passé, alhamdoulilah. Mais ça reste quand même un joli endroit. À cet âge-là, moi je garde le souvenir de mon frère en train de m'insulter. Pourquoi? Parce que j'avais mal conduit une luge. Ah d'accord. On s'était retrouvés comme ça.
Ah, à ouais. faire la roulade en pleine neige et il a eu froid. Oui. À 7 ans. Ah ben, il a beaucoup pleuré, le pauvre. Il était un peu plus jeune. Ah, on avait pris le télésiège, je me rappelle. On avait pris il le était encore télésiège qui fonctionnel. était fonctionnel. Ouais. À cette époque-là, on est parti jusqu'en haut pour faire du ski. Oh, c'était une belle période quand même. C'est une belle période. Ouais. Ben, on lance un appel par rapport à ces télésièges. C'est vrai qu'il faudrait les réparer parce que ça permet d'optimiser les parcours, le circuit. Parce que en l'absence de télésiège, on va parcourir une longue distance pour arriver au sommet de la piste. Oui. Quand on arrive au sommet, on est déjà assez fatigué. On va faire une seule descente. En revanche, s'il y a le télésiège, et comme avant, voilà, ils ont été endommagés par justement La décennie noire, oui, malheureusement. La décennie, mais aussi voilà, les conditions, de mauvaises conditions météorologiques qui avaient notamment continué voilà, sur la lancée. Voilà, et qui avait endommagé ces télésièges qui étaient très pratiques justement pour profiter au maximum. Bon là, quand même, les skieurs, ils disent avoir beaucoup de plaisir parce que la piste est très belle et quand vraiment, et on a vraiment une hauteur très intéressante, une profondeur, vraiment quand on fait une découpe, oui, la neige monte très haut sur la piste, c'est impressionnant. Ça peut arriver jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 30, etc. Oui, et c'est impressionnant. Et c'est carrément un mur, hein, c'est carrément un mur, et ça vous change le paysage complètement. C'est-à-dire quand on y va au printemps et quand on y retourne en hiver, on a l'impression d'aller dans une région différente. Moi, par contre, j'aime bien. différente. La fonte des neiges, j'aime bien. Avril, Tikjda, c'est splendide. Oui. C'est particulier. Ouais. Il fait bon. Parce que c'est toujours aussi beau, ouais. C'est quelque chose c'est une nature qui m'attire principalement. Il y a, oui, un petit peu bout de neige qui reste, il y a beaucoup d'eau et le vert, on le voit, on le sent, on l'admire. Il y a beaucoup de vert aussi qui ressort comme ça. Et on sent la vie qui reprend. Qui contraste très bien avec le bleu du ciel. Le bleu aussi est très beau. Intense, quand on voit ce bleu intense, quand il n'y a pas de pollution, quand il n'y a pas de pollution. Il y a zéro pollution pratiquement. Quand on est à 2000 mètres, c'est ça, c'est qu'il faut respirer un air pur et se détacher un peu de la pollution des villes. C'est une occasion rêvée parce qu'on est à peine à 1 heure, je disais, de Tizi Ouzou, on est à 1 heure de route, 1 heure de route de Bouira également, et on rajoute 30 km, une trentaine de kilomètres pour arriver à Talaguilef ou bien à Tikjda. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas rater, moi je trouve. Et il y a plus de monde. On peut y aller en une journée aussi. Hein. On peut aller très tôt le matin, apprécier le coucher du soleil à Tikjda et revenir. Ça peut être une belle escale durant le week-end. Exactement. Ben voilà, merci beaucoup les filles. C'était fort agréable. C'était fort intéressant, les couleurs avec Siham. Les couleurs. Maintenant, en portant une écharpe, je vais... pensez à vous à chaque fois. Je vous promets que ça ne va plus être pareil pour vous. Mais pour vous, on l'a dit de toute façon. Donc si vous êtes à Jeannette, le rose ne fait pas partie des couleurs interdites. Le rose est une couleur récente, ma chère. Voilà. Par rapport au rouge, au bleu. Le blanc, vous allez m'expliquer tout à l'heure. Inch'Allah, tout à l'heure. En coulisses. Allez. Parce que j'ai une écharpe blanche aujourd'hui. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas les filles, c'était fort intéressant. À la semaine prochaine, avec plaisir. Avec plaisir. Inch'Allah. Voilà, donc Bonjour d'Algérie, c'est déjà fini. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, si tout va bien, la semaine prochaine, lundi et mardi prochain, bi'idnillah. D'ici là, restez fidèles à nos programmes, restez branchés sur Canal, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire, c'est très important. Salam.